Nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle autour des actualités du sel et aujourd'hui nous avons une invitée exceptionnelle, Madame Hélène Alemoussoué, qui est directrice générale de l'organisation Banaya Kivuvu, qui est une organisation partenaire du sel en République démocratique du Congo. Madame Hélène, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous parce que vous représentez cette organisation avec laquelle le sel travaille depuis de nombreuses années, une organisation qui a beaucoup d'activités différentes, un rayonnement impressionnant au Congo. Et donc, nous allons parler cette fois-ci du travail parmi les enfants. Et avant toute chose, est-ce que je peux vous demander de dire quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs et puis aussi pour nous dire ce qui a pu vous conduire à vous intéresser à la situation des enfants dans la pauvreté ou dans la difficulté. Merci, je m'appelle alors Hélène Alemoussoué Nsindal. Je viens de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, ce qui m'a poussée à travailler avec ces enfants, d'abord, on a commencé avec les enfants de la rue, parce qu'on travaille avec plusieurs catégories d'enfants. Les enfants de la rue, à Kinshasa, on les compte par milliers. Il y a des dizaines de milliers d'enfants. Quand on les voit dans la rue, on passe le plus loin possible parce qu'on a peur d'eux. Ils peuvent être violents, impolis, voleurs. Alors, un jour, j'ai reçu une dame qui était en visite chez moi, qui venait faire son travail de fin d'études avec le thème des enfants des rues de Kinshasa. Alors, comme je l'ai reçue, j'ai habité à Kinshasa, c'est moi qui devais l'amener où il y avait les enfants. Et c'est là que je me suis approchée de ces enfants. Et quand je les ai vus, j'étais vraiment émue, voyant qu'ils sont privés de tout. Et je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont privés déjà de tout? Est-ce qu'on peut les priver de Dieu aussi? Quel est le regard de Dieu pour ces enfants? Et j'ai réalisé que Jésus est mort pour eux comme pour moi. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Alors j'avais vraiment à cœur d'aller partager l'évangile avec eux. Et on a commencé. Quand on a commencé avec l'évangile, j'ai vu qu'ils avaient faim. Alors chaque jour, il y avait l'évangélisation. On faisait un repas chaud. Donc, comme ça, ils n'étaient pas pressés pour partir, ni ils n'avaient pas les soucis, qu'est-ce que je vais manger après? Alors, après on s'est posé la question, quel avenir pour ces enfants? Alors, on a commencé à les scolariser ou à donner la formation à ces jeunes. Et ça nous a demandé une prise en charge totale. Ça nous a demandé d'avoir des maisons pour les loger, pour les accueillir. Voilà comment on a commencé. Alors, avec le sel, il y a deux initiatives qui sont soutenues parmi des enfants et des jeunes. Il y a l'orphelinat Bacolé et la Maison de l'Espoir. On va peut-être commencer par l'orphelinat Bacolé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qui sont les enfants qui sont accueillis dans cette structure? Dans cette structure, moi, je travaille déjà un peu avec les enfants de la rue. Je ne connaissais pas. Et le comité de l'époque, quand on a terminé la construction de cette belle maison, ils ont dit non, on ne va pas donner cette maison aux enfants de la rue. On veut les bébés de 0 à 3 ans. Alors que moi et mon ami qui avions commencé l'œuvre, on n'avait jamais pensé à ces bébés. Mais maintenant, je sais que Dieu savait qu'il y avait aussi ces enfants. Alors, on a accueilli le plus jeune, de 0 à 3 ans dans la première maison. Ces enfants sont abandonnés. Il y en a, la maman accouche, elle abandonne l'enfant soit à l'hôpital, soit elle jette l'enfant dans la rue. Ou bien les enfants, 1 année et demie, 2 ans, elle va avec les enfants quelque part et puis elle dit aux enfants, attends-moi. Elle part et disparaît, elle laisse les enfants. Et la commune, on amène les enfants à la commune, c'est la commune qui nous appelle pour aller chercher ces enfants. Il y en a combien? Dans la maison, on a une capacité d'une 20aine d'enfants, mais on a déjà donné aussi depuis le début une 20aine d'enfants en adoption, ici à Kinshasa même, et aussi à l'étranger. Alors, dans le cadre de ce travail à l'orphelinat Bacolé, le sel contribue pour le soutien alimentaire de ces enfants. Qu'est-ce que ça change dans la vie des enfants de recevoir cette alimentation? Ce n'est pas seulement pour l'alimentation dans cette maison. Le sel a acheté toutes les chaises, l'équipement, tout ce qui est lié au repas, les cuisinières, la batterie de la cuisine, tout avait été financé par les sels, les frigos, les congélateurs. Donc, c'est le sel qui avait financé ça. Alors,
pour nos enfants, bien sûr, c'est une grande bénédiction parce que manger à Kinshasa, même les enfants qui ont des parents, il y en a qui mangent un jour sur deux. Donc, nous, on appelle ça manger en délestage. Donc, il y a des jours où on mange, ou bien les jours, une partie de la famille mange et les autres mangent le lendemain. Donc, c'est tout un grand problème. Mais pour nos enfants, c'est vraiment une grande bénédiction. Ils sont vraiment reconnaissants d'avoir les repas. Et un enfant qui a été abandonné, parfois, on nous amène les enfants dans un mauvais état. Donc, vraiment très anémique, les cheveux, la peau a changé déjà la couleur. Et quand on les donne à manger, après un temps, vous verrez que l'enfant redevient normal tout de suite. Vous ne pouvez pas comparer quand il est arrivé et après le repas, comment ça change. La nourriture, c'est vraiment une base, surtout pour les enfants. C'est simplement la base en fait, et en même temps, ça change tellement de choses Oui. quand l'enfant peut en bénéficier. Oui, exact, ça change beaucoup. Alors, vous avez dit que certains de ces enfants sont adoptés, d'autres peut-être restent plus longtemps. Oui. Vous les accompagnez jusqu'à quel âge à peu près? Alors, dans la maison de soins, normalement, dans toutes nos maisons, on accompagne les jeunes jusqu'au bac. On ne tient pas compte de l'âge parce qu'ils ne savent pas leur âge, c'est nous qui donnons souvent. Alors, jusqu'au bac. Après le bac, on le met dans des petites maisons, on appelle ça des jeunes en voie d'autonomie. Ils se préparent dans la vie autonome parce que chez nous, ils viennent de l'école, on a déjà préparé, ils ne savent pas comment on fait pour faire les marchés. Mais là, on leur donne l'argent, ils s'occupent d'eux-mêmes pendant un temps. Après, quand ils seront dans l'autonomie, ils seront déjà capables de se prendre en charge, de savoir comment faire. L'idée, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent aussi voler de leurs propres ailes plus tard. Exact, exact. Alors ça, c'était pour l'orphelinat Bacolé. Pour la Maison de l'Espoir, de quel type de personnes s'agit-il? Alors pour la Maison de l'Espoir, tous ceux qui viennent là-bas viennent de la rue. Nous faisons l'évangélisation une fois par semaine avec les enfants qui vivent dans la rue. Une fois par an, on fait un camp biblique et pendant ces camps, on peut choisir quelques-uns qu'on peut scolariser, qu'on peut amener à la Maison de l'Espoir. Souvent, on prend les plus jeunes et on peut les scolariser. Donc, tous les enfants qui sont à la Maison de l'Espoir viennent de la rue. C'est une autre catégorie de l'enfant. Ils ont été envoyés dans la rue soit au décès des parents, soit par le divorce des parents, soit par eux-mêmes. Ils n'ont pas à manger à la maison, alors ils quittent la maison pour aller chercher dans la rue. Et après, ils ne reviennent pas chez eux. Il y en a qui reviennent même apporter l'argent aux parents, et puis il y en a qui restent dans la rue. Et alors là, quelle est la contribution du CEL pour la Maison de l'Espoir? C'est vraiment aussi, comme je disais, une grande bénédiction pour ces enfants. On voit d'ailleurs, quand ils sont dans la rue, ils mangent n'importe quoi. Quand ils arrivent chez nous, ils mangent bien et leur croissance se développe rapidement. Ouais, on voit la différence, ouais. Alors, dans chacun de ces deux projets, il y a eu un forage que le CEL a financé il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez exprimé ce besoin et comment est-ce que vous avez pu aussi utiliser ce forage pour aller même plus loin que simplement les besoins des enfants? Donc, dans ces deux maisons, l'eau, comme on est sur la colline, l'eau de la régie des eaux n'arrivait pas. À Bacolé, ça peut même arriver peut-être 2 fois par semaine, mais à la Maison de l'Espoir, c'est rare l'eau. Alors, donc, les enfants faisaient 30 minutes à pied avec une pousse-pousse et des bidons pour venir chercher l'eau chez moi ou à Bacolé quand il y en avait à Bacolé. À Bacolé, on a aussi un grand puits pour récupérer l'eau de pluie, mais pendant la saison sèche, comme maintenant, il n'y a pas de pluie pendant 2 mois ou 3, donc c'est tout un problème. C'était difficile. Imaginez avoir 40 enfants dans une maison sans l'eau. C'est vraiment un problème. Alors, maintenant, avec les forages, c'est l'inverse. Donc, la maison est plus propre. Ils ont de quoi laver leurs habits. Pour la nourriture, c'est plus un problème parce que les matins, parfois, ils doivent chercher l'eau pour faire l'été. Quand il n'y a pas l'eau, ils doivent partir à l'école pour 7h30. Ça posait vraiment des problèmes. Maintenant, là, ils ont l'eau. Et en plus, ils les vendent aussi. Et ça pourvoit à d'autres petits besoins dans la maison. Donc l'eau peut être vendue dans le quartier. À quel genre de besoin est-ce que ça peut pourvoir? C'est intéressant, c'est comme une sorte d'activité génératrice de revenus qui permet, par l'activité même des personnes concernées, d'aller un peu plus loin. Oui, il y a par exemple un enfant tombe malade. Hein, et le week-end, on n'a pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. On peut lui dire prenez l'argent dans l'argent de l'eau.
amener l'enfant à l'hôpital. Ou bien, donc, il y a un robinet qui se casse en semaine, le comptable, il vient seulement le vendredi. On accueille tous les besoins de maison le vendredi. Mais s'il y a une urgence, par exemple, un robinet est cassé, donc on peut acheter aussi avec ces taux. Donc, ça couvre des urgences de la semaine avant qu'on pose au comptable. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être à nos auditeurs pour leur expliquer finalement l'impact que le travail que votre organisation mène auprès des enfants et des jeunes? Qu'est-ce que vous voyez comme transformation dans la vie de ces enfants et de ces jeunes au contact des équipiers de votre association? Oui, c'est vraiment les enfants qui viennent de la rue, par exemple. Quand ils sont chez nous, c'est la différence du jour et la nuit, les jours et la nuit. Donc, ils sont vraiment transformés dans leur mentalité d'abord, parce que dans la rue, ils vivaient comme ils voulaient. Il n'y avait pas de barrières. Quel est le changement de mentalité qu'il faut souligner? On commence avec déjà dire bonjour aux autres, être propre, ne pas jeter ses habits, parce que dans la rue, ils n'ont pas de garde-robe. Donc, dès que les habits sont sales, ils jettent. On achetait de nouveaux habits pour Noël en janvier, on les trouvait dans la poubelle. Ou quand il fait pipi, il coupe les morceaux de la mousse, il jette au lieu de nettoyer. Donc, ils doivent apprendre tout ça et à être propres, surtout la propreté. C'est les enfants de la rue, c'est vraiment quelque chose, quand on a gagné avec eux, on va faire un effort vraiment considérable pour qu'ils apprennent à ne pas voler les biens des autres, à respecter les biens de tout le monde et les biens d'autrui aussi. Donc, il y a de ne pas fumer, parce que dans la rue, ils fument de la drogue, du chanvre. Donc, ça, c'est très courant. À 7 ans, un enfant de la rue connaît tout ce qui existe comme drogue chez nous. Alors, quand ils viennent chez nous, ils arrêtent avec la drogue aussi. Et on ne les envoie pas au centre de désintoxication, mais seulement le partage et l'évangile. Dieu nous aide vraiment à les libérer. Merci beaucoup, Madame Hélène Alémoussoué, pour avoir bien voulu répondre à mes questions. Et donc, j'invite nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur le sel et le travail de ses partenaires. Je pense que l'exemple d'Hélène est vraiment très intéressant parce qu'il nous montre que les partenaires du sel, c'est des organisations locales qui font plein de choses extrêmement enthousiasmantes. Et le sel, c'est juste une contribution à ce travail qui est mené localement par des structures chrétiennes qui se battent face à des défis que nous avons du mal à imaginer en France. Et donc, si vous voulez découvrir le travail des organisations partenaires du sel, je vous invite à vous rendre sur le site internet du sel, www.selfrance.org, www.selfrance.org, ou encore sur le blog du sel, blog.selfrance.org, où vous pourrez découvrir différents témoignages et puis dans la rubrique projet de développement, comment vous pouvez soutenir des projets de soutien alimentaire. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. Nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle autour des actualités du sel. Ce mois-ci, nous sommes de nouveau avec Madame Hélène Alémoussoué, qui est directrice générale de l'association Banaya Kivuvu, partenaire du sel en République démocratique du Congo. Hélène Alémoussoué, bonjour. Bonjour. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative qui est sans doute un petit peu moins commune dans le type de travail que le sel soutient habituellement. Il s'agit d'un centre de formation à Bomo, mais ce centre de formation est assez particulier parce qu'il concerne des personnes qui sont dans une situation très particulière. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos auditeurs? D'accord. Donc, Bomo signifie transformation profonde. Bongwama ya Mozindo. Alors, ce travail, c'est pour les filles prostituées dans les quartiers très pauvres. Donc, je regardais un jour le journal télévision de 20h chez nous et j'ai vu une de ces filles témoigner. Il y a un ancien cimetière dans la ville transformé en jardin potager et au milieu, il y a une cabane. Moi, je pensais toujours que la cabane, c'était pour poser les outils. Mais ce soir-là, j'apprenais que c'était un lieu de prostitution. Et la fille a témoigné, il y avait un garçon costaud qui était comme leur garde-corps devant qui recevait l'argent et les filles donnaient leur corps. Alors quand j'ai écouté les témoignages, ça m'avait vraiment choquée.
Et j'ai dit, pourvu que quelqu'un s'en occupe. Donc, Dieu me dit, quelqu'un-là, c'est toi qui dois s'occuper d'eux, clairement. Et quand j'ai écouté cette voix, j'avais un peu d'argent que des amis m'ont donné pour aider les femmes en difficulté. Et j'ai dit, cet argent, c'était pour eux. J'ai compris que c'était pour elles. Alors, j'ai réuni quelques femmes, j'ai présenté la vision, parce que dans la Bible, il est écrit que les prostituées dévanceront certains chrétiens de nom au royaume de Dieu. Alors, j'ai dit, si les prostituées sont dans le royaume de Dieu, c'est à nous d'aller leur partager l'évangile. Elles avaient accepté, on a commencé à chercher d'abord où les trouver dans la ville. Et on a découvert des quartiers en terre de bidonvilles, des maisons en feuilles de bois, ou le long des rivières. Tous les bicoques qui étaient là, on pensait que c'est des gens qui louent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour louer des maisons. Non, c'était les lieux de prostitution. Alors, on a commencé à y aller jusqu'aujourd'hui. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, on y va tous les lundis sur leur site pour leur partager l'évangile. Et après, quand il y a quelques-unes qui acceptent de quitter cette vie, on peut les accueillir dans une maison. On avait compris tout de suite qu'on ne peut pas les laisser là et faire un travail en profondeur. Donc, Dieu nous avait donné cette maison où on peut les accueillir, les former en coupe et couture, donner le cours d'alphabétisation, de français, de savoir-vivre et d'autres travaux manuels qu'elles peuvent faire, des choses pour vendre. Donc, les jeunes filles qui veulent quitter la prostitution, vous les accueillez dans ce centre. C'est un centre où elles vivent 24 heures sur 24. Je veux dire, elles dorment là? Oui, exact. Elles dorment là. Et puis, depuis quelques années, on prend 2 ou 3 externes en prévention des jeunes filles du quartier parce que cette maison est dans un quartier pauvre aussi. Alors, celles qui sont proches, elles peuvent rentrer, mais la plupart, celles qui sont vraiment dans le programme, on avait 16 filles au départ, maintenant on a 24 parce qu'on a prolongé la formation de 2 ans. Avant c'était 1 année, maintenant c'est 2 ans. Alors, on a donc les 16 plus les autres qui sont en 2e année. Donc, elles sont accueillies et hébergées de manière continue pendant 2 ans à peu près chacune? Oui, exact. Ouais. Et alors là-bas, qu'est-ce qu'elles reçoivent? Alors, c'est une prise en charge totale. Et puis, on leur donne aussi des repas. Donc, elles mangent 3 fois par jour. Et elles apprennent, mais si elles tombent malades aussi, on prend aussi un soin. Et même ceux qui sont sur le terrain, quand elle est en bonne santé, elle peut se prostituer, mais quand elle est malade, elle ne peut plus, alors elle n'a même pas l'argent pour se soigner. Elle se fait esclave des autres pour pouvoir avoir de quoi manger. Alors, à quel endroit le CEL intervient dans ce programme? Le CEL intervient dans les tickets repas. Les filles sont dans notre maison, c'est le CEL qui prend en charge les repas de ces filles qui sont dans la maison. Et aussi, le CEL s'interroge aussi à un autre projet parce que l'année passée, on est allé à Bwende pour voir la plupart des filles qui viennent, ils viennent de Bwende, Basankuso et Mbandaka, mais 80% Bwende, je dirais. Alors on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe à Bwende? Quelle est la valeur de la femme, la valeur de la famille à Bwende? Alors on est parti à 1500 km nord-ouest de notre pays. Quand vous dites on, vous êtes parti avec une équipe? On est parti avec la dame qui s'occupe de Bomo, la directrice de Bomo, premier voyage. Deuxième voyage, c'est mon adjoint qui est parti avec un pasteur qui vit en Mbandaka, qui nous a rejoints dans les 2 voyages. Donc vous êtes allé un peu chercher la source du problème. Oui, exact. Et quand on est arrivé, dès l'aéroport déjà, parce que quand on arrive, on s'enregistre au service des renseignements, ils nous demandent qu'est-ce que vous êtes venu faire. Nous, on dit on est venu sensibiliser les gens par rapport à la prostitution, parce que beaucoup de filles d'ici viennent se prostituer à Kinshasa, alors on est venu pour ça. Comment est-ce que vous avez été accueillis? Alors, ils étaient contents. D'ailleurs, c'est lui qui nous a donné la première information, c'est un agent de l'enseignement, Adelaner, on les appelle chez nous. Il dit, mais ici, il y a un phénomène, quand on construit des maisons, la porte de la fille est ouverte au public. Donc, il faudra d'abord lutter contre ça. Quand c'est ouvert, c'est donc qu'elle peut accueillir les hommes comme elle veut. Et à l'âge de 12 ans déjà, la fille est offerte aux hommes par les parents même. Parce qu'avoir une fille dans cette région, c'est comme tu as une boutique, ça va ramener l'argent.
Et qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est les situations de pauvreté extrême qui expliquent que les parents en arrivent là? Non, là c'est vraiment les coutumes. C'est des racines lointaines de leurs coutumes dans cette région. Le pire que j'ai trouvé, ils peuvent, à la naissance d'une fille, quelqu'un donne 100 € et la fille lui appartient. Donc, quand la fille va grandir, elle va se prostituer pour cet homme. Et cet homme peut aller avec elle comme il veut. Et quand la fille a des enfants, même avec les hommes dans la prostitution, les enfants appartiennent à cet homme. Donc, quand vous êtes allé là-bas, vous vous êtes rendu compte de la racine des problèmes. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu l'occasion de discuter avec les parents ou avec des responsables spirituels ou politiques? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a vu tout le monde. On a commencé par les gouverneurs, les services de renseignement, l'ANER, la police, parce que dans la police, il y a une branche, la protection de la femme et de l'enfant. Alors, on a vu les pasteurs, on a vu les parents et les filles. Et dans tous ces groupes, ce qui était plus intéressant, c'était les filles. Donc, l'ANER, les gouverneurs, tous, ils connaissent les problèmes et la police. La police me dit, mais si on arrête un homme parce qu'il est parti avec un mineur, c'est les parents de la fille qui viennent vous fournir de faux documents pour prouver que la fille est adulte. Alors, on libère l'homme. Donc, tout le monde connaît, mais ils sont dépassés par ces problèmes. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Et quand on a eu la réunion des filles, il y avait 25 filles à la première réunion, mais toutes les 25 venaient des églises. J'ai demandé, et vos pasteurs ne vous disent pas que se prostituer, c'est mauvais? Et puis ils se sont regardés, hein, et un qui a voulu parler, le pasteur, l'autre a dit, non, arrête, ne parle pas des serviteurs de Dieu. Donc, même le pasteur, il a besoin des offrandes. Les filles se prostituent pour lui donner l'argent aussi. Et puis, c'est un sujet tabou chez eux. Donc, s'il parle, peut-être il va perdre les membres, il aura moins d'argent. Et quel sentiment est-ce que vous en retirez? Un sentiment d'impuissance et qu'on ne peut rien faire, ou au contraire, vous avez eu l'impression, en allant sur place, en commençant à parler, qu'il y avait quelque chose à faire et qu'on pouvait faire bouger les choses? Si, il y a quelque chose à faire. Parce que, donc, avec les filles, on a décidé, donc, on a donné des petits crédits. On a donné, par exemple, 10 €, vous remboursez 50 centimes chaque mois, et les 50 centimes, ils mettent ensemble, ils donnent à une autre fille. Avec ça, ils font des petits commerces pour vivre au lieu de vendre leur corps. Au pasteur, on a aussi lancé un défi, on a acheté 8 hectares de terre, on leur a demandé de cultiver. Parce que la nourriture est plus chère là-bas qu'à Kinshasa. Les gens ne travaillent pas. Pourquoi vous ne cultivez pas? On a peur des voleurs. Pourquoi vous ne faites pas la pêche? Ah, il y a la sirène dans l'eau. Alors, ils font rien. La vie est vraiment chère, plus chère qu'à Kinshasa. Alors, on a donné un défi aux églises de reprendre l'agriculture et puis aux filles de faire des petits commerces. Mais on a, dans l'avenir, besoin de construire un centre de formation pour les filles sur place, pour les retenir là-bas. Et on a aussi donné cette possibilité. Chaque année, on va recevoir des filles de Bwende dans notre centre à Bomo. En ce moment, il y a 2 qui sont arrivées depuis le début de cette année. Elles sont là, on les forme. Quand elles vont rentrer, elles vont aussi former les autres. Ouais. Alors j'ai une question un peu naïve à vous poser, mais Oui. vous nous avez expliqué que quand vous avez découvert la situation de la prostitution, vous avez dit il faut que quelqu'un fasse quelque chose et Oui. que Dieu vous a montré que c'était vous ce quelqu'un. Mais pour ceux de nos auditeurs qui ont suivi l'émission précédente avec vous, on voit que vous vous êtes aussi engagé avec les enfants et les enfants de la rue. Alors comment vous faites en fait pour faire tout ça? Ben, moi je pense que c'est pas moi qui fais tout, je suis qu'un instrument dans la main de Dieu, c'est lui qui fait tout. Et il y a des milliers de personnes qui prient pour nous. Je crois vraiment à la force de la prière, ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien pour faire à la fois un travail où il y a énormément de travail, mais en même temps des situations qui sont quand même extrêmes, que ce soit avec les enfants dans la rue ou avec les jeunes filles prostituées? Bon, moi, ce qui me motive vraiment, bon, en arrière-plan, je prends ça un peu de mon père, parce qu'il était infirmier, il soignait tout le monde. Même les gens dans la rue, ils croisent un enfant avec une plaie, ils soignent, sans lui faire payer. Et les gens demandent, est-ce que c'est quelqu'un de ta famille? Il dit, qui t'a dit qu'il faut soigner seulement quelqu'un de sa famille? Alors, c'était un peu ça dans ma famille. Déjà, quand je grandissais, je voyais mon père faire. Mais aussi, vraiment, pour moi, c'est la compassion de me dire que j'aurais pu être cette femme. J'aurais pu être cet enfant.
Moi, j'ai eu la grâce d'avoir les parents qui m'ont élevé, mais lui, à 6 ans, il doit se débrouiller tout seul dans la rue et ça me dépasse. Donc, c'est vraiment la compassion par rapport à eux et puis partager ce que moi j'ai reçu de Dieu avec les autres aussi. Madame Hélène Alemoussoué, merci beaucoup pour votre témoignage et pour les explications que vous nous avez données. Je pense que ça peut aussi inspirer nos auditeurs sur ce que c'est que la compassion avec un exemple concret et peut-être certains pourront l'appliquer dans toutes sortes d'autres domaines, mais c'est quelque chose de vraiment très encourageant. Et donc le travail de Banaya Kivuvu est un travail qui est soutenu par le CEL sur quelques aspects particuliers, ce qui ont à voir avec l'alimentation pour les enfants et les jeunes, l'alimentation pour les jeunes femmes au centre de formation BOMO. L'eau. L'eau aussi. Et quelque chose que vous n'avez pas dit, le CEL a renouvelé les toilettes à la Maison de l'Espoir et construit aussi au plateau de Batéké. Voilà, donc il y a quelques apports que le CEL, grâce à ses donateurs, peut faire au travail extraordinaire de Banaya Kivuvu. Et donc pour ceux de nos auditeurs qui voudraient en découvrir davantage sur le CEL et sur les actions des partenaires du CEL, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.celfrance.org www.celfrance.org ou encore sur le blog du CEL, blog.celfrance.org. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.